La situation sécuritaire dans la partie est du pays nous préoccupe au plus haut point et la contribution de tous reste utile pour le retour de la paix. On en parle dans ce nouveau numéro de l'invité avec Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique, contributeur à la VOA et aussi expert en politique extérieure à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci Henri d'avoir répondu surtout à notre invitation. Merci, écoutez, c'est un plaisir. Toute contribution est toujours bonne à prendre. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Non, certainement pas. Alors dites-nous d'entrée de jeu, quels sont les objectifs d'abord du JT diplomatique ? C'est le tout premier rendez-vous audiovisuel congolais dédié aux acteurs de la vie internationale. Évidemment, ce que l'on entend par acteurs de la vie internationale, ce sont bien évidemment les gouvernements, les États, c'est le système des Nations Unies, les missions diplomatiques, bien évidemment, les institutions financières internationales, les structures étatiques et non étatiques, mais aussi, figurez-vous, les diasporas. Ce sont donc des acteurs qui, par leurs interactions, impactent sur la marche du monde en général et sur celle de la RDC en particulier, puisque vous avez différents écosystèmes qui interagissent entre eux. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir, sur un ton pédagogique, permettre au public de se familiariser avec les mécanismes, notamment en termes de relations internationales, et voir comment, par exemple, sont financés les projets, quels en sont, les acteurs, pour quelle finalité, finalement, et qui sont les principaux bénéficiaires. Donc nous avons vraiment l'opportunité d'offrir une tribune, pas seulement aux gens que je viens de citer, les officiels et autres, mais aussi à des entrepreneurs qui sont en prise sur le terrain et qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, avoir un mot à dire par rapport à leurs projets en cours et à venir. Vous exercez ici à Kinshasa ? Oui, tout à fait, bien sûr. Mais nous avons une très grosse mobilité, compte tenu de mes responsabilités de contributeur au sein de la Voix de l'Amérique, mais aussi au sein de Média TV, qui est une chaîne basée au Maroc. Nous essayons d'avoir une forme d'interaction avec ces différents médias. Alors, on va aborder notre toute première thématique, comme c'est affiché à la télévision. 62 ans d'indépendance, comment pérenniser les acquis de l'indépendance de la RDC. Qu'est-ce que ça vous fait d'abord d'entrée de jeu aujourd'hui que la Belgique ait restitué la relique du héros national aux autorités congolaises? Est-ce suffisant? Alors d'abord, je dirais que c'est une étape majeure, pour ne pas dire importante, dans ce lourd travail de deuil qui trouve, je dirais, son aboutissement dans ces funérailles nationales qui ont été réservées à notre héros national. Est-ce suffisant? L'histoire nous le dira, mais le travail de mémoire n'est jamais aisé, surtout lorsqu'il laisse penser qu'il y a encore un lourd contentieux qui n'a pas été, levé. Parce qu'il y en a qui estiment qu'il fallait exiger la réparation au-delà de la relique. Alors, au niveau de la Belgique, par exemple, une commission a été mise en place précisément pour examiner toutes les options. Cette commission a rendu un premier rapport. Ce qui est un peu surprenant, c'est que dans les jours qui ont suivi la publication de ce rapport, certains membres de cette commission se sont un peu lâchés en donnant leur point de vue sur la question. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'augurait absolument rien de bon. En Belgique, c'est un dossier qui divise énormément la classe politique. Vous avez des sensibilités au nord et au sud du pays, vous l'aurez compris, les néerlandophones, les francophones, les wallons, qui n'ont pas tous la même perception, la même lecture des faits. Ce qu'il faut retenir, c'est que à 2 reprises, Sa Majesté le roi Philippe a exprimé ses profonds regrets. D'aucuns diront que c'est insuffisant. C'est néanmoins une bonne chose dans la mesure où ça permet en tout cas provisoirement, de clore le dossier et de pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines. Maintenant, évidemment, une bonne partie de la population estime que c'est pas du tout suffisant. Alors, certains historiens, une partie de la population considère que ce n'est pas suffisant, mais comme je l'ai dit, c'est une étape importante. Notre héros national ainsi que ses compagnons d'infortune ont eu droit à des funérailles nationales. C'est quelque chose qui n'avait jamais été envisagé jusqu'ici. Cela a été fait, ça permet en tout cas de clore
provisoirement ce chapitre. Maintenant, ce qui concerne de près ou de loin les réparations, il faudra laisser aux structures ou aux entités qui seront créées ou qui seront dédiées à cet effet de faire ce travail. Ça peut prendre du temps. Vous voulez dire que la diplomatie doit s'activer? Alors, je ne parlerai pas de diplomatie à ce niveau parce que vous savez qu'en Belgique, par exemple, c'est un dossier qui a été pris en main par la société civile. Donc il faudrait qu'au niveau de la RDC, par exemple, il y ait effectivement des initiatives allant dans ce sens-là pour créer éventuellement les conditions d'une réouverture de ce dossier avec pour finalité les réparations. Mais je pense que ce qui a été fait jusqu'ici est déjà une étape importante et un bon début. Alors, la République démocratique du Congo a fêté ses 62 ans d'indépendance dans un contexte tout particulier, puisqu'il faut le dire, nous sommes en pleine agression rwandaise, mais la question qui reste pendante, c'est sur le concept justement indépendant. Est-ce que nous sommes réellement indépendants? Alors, si l'on prend les trois éléments constitutifs d'un État, c'est-à-dire un territoire, des institutions et une population, oui, nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous avons accédé à la souveraineté internationale le 30 juin 1960, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2022, il y a une très grande interdépendance entre les États, entre les acteurs de la vie internationale, parce qu'il y a des interactions qui impactent sur l'avenir des uns et des autres. Si vous prenez la République démocratique du Congo, par exemple, de par sa position géostratégique et de par les convoitises qu'elle suscite, eh bien, elle impacte d'une certaine manière ce qui se passe chez ses voisins. Nous avons souvent la main tendue vers l'extérieur. Oui, est-ce qu'économiquement nous sommes réellement indépendants, Henri Désiré Nzuzi? J'aimerais vous citer un chiffre. Entre 1967 et 1973, le Congo-Zaïre de l'époque avait un taux de croissance de 16%. Ce sont des taux hallucinants. Aujourd'hui, très peu de pays peuvent s'en prévaloir. Chaque pays passe par des cycles. Nous avons connu un cycle de croissance et de prospérité importante qui, par la suite, a été compromis par un certain nombre de mesures qui ont été prises de manière, je dirais, hasardeuse. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de reconstruction. Et vous savez, dans un monde à la fois compétitif, dans une économie globalisée, vous avez des contraintes qui, parfois, impose à certains États de s'aligner sur un certain nombre de normes qui ne sont pas forcément, j'allais dire, respectées. Nous avons l'avantage d'être un pays producteur de minerais, nous avons une économie qui est malheureusement extravertie, puisque très dépendante de ces industries extractives. Pour pouvoir avoir cette indépendance totale, par exemple, il faudrait que nous puissions installer des industries de transformation qui nous permettraient de pouvoir directement, j'allais dire, transformer le produit de ce que nous réalisons ici même. Alors, Patrice Emery Lumumba a été honoré par l'État congolais sur sa terre natale, mais on a comme l'impression qu'on ne connaît pas assez le combat qu'a mené ce héros national dans ce pays. La question, c'est aussi de savoir comment pérenniser son combat contre l'impérialisme aujourd'hui. Je crois qu'il est important, au-delà du devoir de mémoire, de perpétuer les enseignements à la fois de ces pères fondateurs, de ces pères de l'indépendance qui, aujourd'hui encore, plus de 60 ans après, constituent un véritable repère à la fois idéologique et une boussole. Parce qu'il faut dire que le combat de Lumumba est reconnu à travers le monde. Il est reconnu à travers le monde parce qu'il symbolise en fait ce que la lutte a de plus noble en fait dans son acceptation. Et lorsque vous prenez d'autres héros comparables, vous vous rendez compte à la fois du destin tragique qui était le leur, mais surtout de la vision qu'il portait. Patrice Emery Lumumba avait probablement le tort d'être en avance sur son temps, sur son époque. Et très souvent, lorsque l'on est en avance sur son époque, on est incompris. Et souvent, ce sont ceux-là même qui sont autour de vous, qui sont véritablement vos ennemis. Alors concrètement, comment pérenniser les acquis de l'indépendance ? Il faut effectivement que nos générations actuelles et futures soient conscientes de l'héritage de cette vision qui a été portée par Patrice Emery Lumumba. Il est important que nous puissions à la fois assumer ce passé, mais que nous ayons à cœur
de pouvoir transmettre ces enseignements pour que nous puissions être en capacité d'abord de nous assumer, mais surtout de nous réapproprier notre propre histoire. Ok, on va aborder la deuxième thématique qui concerne justement la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Insécurité dans l'Est, l'agression rwandaise et la duplicité de la communauté internationale. Henri Désiré Ndouzi, le sujet fait la une de l'actualité. Le Conseil de sécurité a prolongé d'un an le régime de sanctions imposé à la République démocratique du Congo sans l'appui de la Chine et sans l'appui justement de la Chine et de la Russie. Cette décision oblige Kinshasa à des notifications préalables à l'acquisition d'armements. N'est-ce pas une décision sévère envers la RDC au moment où nous sommes actuellement agressés par le Rwanda? Alors, on va d'abord rappeler que la résolution 2641 qui a été adoptée il y a de cela quelques jours a été adoptée en application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Cette résolution s'appuie sur un certain nombre de dispositions qui étaient déjà présentes dans la résolution précédente, en l'occurrence la résolution 2582, notamment dans ses points 1 à 6, et elle-même découlant de la résolution 1807 qui remonte à 2007. Et d'ailleurs, les fameuses notifications préalables dont nous évoquons aujourd'hui le contenu remontent à 14 ans. Il y a une forme d'obsolescence au niveau de ces notifications. Alors, il faut rappeler aussi, et c'est très important, c'est que sur les 15 membres du Conseil de sécurité, même s'il y en a 5 permanents et 10 non permanents, il y en a 5 qui se sont abstenus. Et sur les 5 qui se sont abstenus, il y a 2 membres permanents, vous l'avez évoqué, la Chine et la Fédération de Russie. Lorsque l'on regarde les motivations, les explications, les arguments qui ont été avancés, notamment par la Fédération de Russie et la Chine, pour justifier leur abstention, il y a notamment la violation de la souveraineté de la RDC. Surtout que nous sommes agressés actuellement. Alors j'entends bien certains qui essaient de justifier cette résolution en disant que non, il n'y a pas d'embargo, c'est en fait uniquement les groupes armés qui sont... Est-ce que ça ne confirme pas l'hypocrisie de la communauté internationale? Je vais vous dire une chose très simple. Il y a 3 pays africains à l'heure actuelle qui siègent au Conseil de sécurité. Le Ghana, le Kenya le Mali. Et le Mali. Voilà. Non, pas le Mali. Non. Kenya, Ghana, sur le bout des lèvres, voilà. Et ces 3 pays ont estimé que cette résolution empêchait à la RDC d'accroître sa capacité à se défendre. Aujourd'hui, on sait que cette résolution comporte 2 parties. La première, c'est d'une part la confirmation de l'embargo, même si on en a allégé certains dispositifs, notamment en termes de notification. Alors, de quoi s'agit-il en réalité? Ça permet à l'État congolais notamment, qui souhaite acquérir du matériel militaire, de pouvoir le notifier de manière à ce qu'il y ait une traçabilité. Mais pourquoi? Parce que la situation s'avère urgente. Nous officiellement, ceux qui vous parlent d'embargo... L'intégrité territoriale est menacée par le Rwanda. Ceux qui vous parlent d'embargo vous diront que c'est un embargo qui frappe les groupes armés. Mais à partir du moment où vous mettez dans une résolution des Nations Unies des groupes armés, vous en faites des acteurs de la vie internationale. Donc, d'une certaine manière, vous légitimez sur le plan diplomatique l'existence de ces groupes armés. Ça pose déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est que lorsque l'on parle maintenant de l'élargissement des sanctions, puisqu'il en est aussi question pour les individus cette fois-ci, et ici on parle évidemment du gel des avoirs et de l'interdiction de voyager, vous n'avez aucun mécanisme contraignant. Aujourd'hui, vous avez un Sultani Makenga qui, depuis de très longues années, est sanctionné sur le papier, mais qui circule librement entre l'Ouganda et le Rwanda. Ça pose un vrai problème. Dernier élément, si vous le permettez, et je voudrais rassurer ici évidemment ceux qui pensent que la RDC, malgré cette résolution, n'est pas en capacité de pouvoir, j'allais dire, s'équiper, c'est qu'en fait, ces notifications concernent un certain type d'armes, mais aussi des armes non létales. Je voudrais quand même réagir, puisque oui, l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, a réagi en affirmant que cet embargo ne concerne pas l'État congolais, mais plutôt les groupes armés. Alors, à quoi il voulait en venir ce que je voulais justement évoquer, c'est en fait ce qu'il semble dire, c'est que malgré cette mesure, la RDC peut s'équiper, mais il y a certains types d'armes effectivement que la RDC peut
Mais acquérir. pourquoi on doit limiter notre capacité d'achat d'armes? Alors, le Gabon, voilà, c'est le pays que je cherchais. Le Gabon, le Kenya et le Ghana ont estimé qu'il n'était pas normal que la RDC puisse être freinée dans sa capacité à se réarmer et qu'il fallait donc supprimer ni plus ni moins toutes ces notifications. Maintenant, je vous donne un cas concret. Nous avons un pays voisin de la RDC, en l'occurrence la République centrafricaine, qui est parvenu à contourner d'une certaine manière ces notifications dès lors que la Russie a été en capacité de lui fournir un système d'armes. Donc les pesanteurs bureaucratiques liées notamment à ces notifications sont tout à fait contournables sous certaines conditions, il faut le savoir. Ce qui est quand même étonnant, Henri Désiré Nzouzi, c'est qu'aucun de ces États, au niveau de la communauté internationale, n'a jusque-là condamné le Rwanda. Et pourtant, toutes les preuves ont été établies que le Rwanda apporte son soutien au M23. Vous savez, est-ce que ça ne confirme pas la thèse selon laquelle la communauté internationale est d'une hypocrisie indescriptible? Alors, l'adoption d'une résolution, l'adoption de sanctions est souvent un exercice conjoncturel et ponctuel qui varie en fonction des rapports de force et des intérêts du moment. Et ces intérêts et ces rapports de force souvent opposent, j'allais dire, des pays puissants qui siègent au Conseil de sécurité ou certains pays de seconde zone qui y siègent également. C'est un exercice très compliqué où vous avez effectivement des négociations, on essaye de ménager les uns et les autres pour ne pas prêter le flanc à la critique, on essaye soi-disant d'avoir une attitude neutre, mais l'on ne se rend pas compte que dans cette soi-disant neutralité, il y a des dispositions qui mettent en cause la souveraineté d'un État, en l'occurrence la République démocratique du Congo. Je dirais que la communauté internationale a de tout temps été divisée et traversée par des lignes de fracture qui... Pourquoi elle n'arrive pas à dire clairement que le Rwanda devrait arrêter justement avec ces menaces contre la RDC? Mais je dirais que le Rwanda a depuis très longtemps développé un mécanisme de défense qui lui permet de pouvoir porter un argumentaire la victimisation au niveau diplomatique. Et il y a des oreilles attentives et il y a des gens qui sont réceptifs à ce type de discours. Et parmi ces États, notamment, il y a des pays très importants qui siègent comme membres permanents du Conseil de sécurité et qui, pour des raisons, je l'ai dit tout à l'heure, de conjoncture ou d'intérêt, préfèrent botter en touche. Mais ce qui est quand même intéressant ici, c'est de voir que deux membres permanents du Conseil de sécurité, en l'occurrence la Chine et la Russie, ont exprimé leur plus qui ont des droits de veto. Ils ont le droit de veto, c'est vrai. Ils n'ont pas voté contre. Alors, ils se sont abstenus. Ils se sont abstenus. Vous me direz que bon, ils auraient quand même pu franchir le pas. Ce n'est pas une preuve d'une certaine hypocrisie. Et puis voilà. Écoutez, ce que l'on sait, c'est qu'il aurait fallu 9 voix pour pouvoir faire basculer, je dirais, le rapport de force en notre faveur. Alors, Henri Désiré, ça permet juste une dernière chose. Oui. Ça veut dire qu'au niveau diplomatique, la RDC doit porter un argumentaire en ciblant les pays qu'il considère comme étant des alliés potentiels pour pouvoir l'aider justement à pouvoir mieux se défendre. Et une dernière chose très importante, c'est qu'il faut aussi dénoncer justement l'absence de mécanismes de contrainte vis-à-vis d'acteurs qui, eux, violent en permanence ces sanctions ou cet embargo. Et il y a effectivement matière à réflexion à ce niveau-là, à la diplomatie de faire son travail. Alors le débat, nous sommes en train de terminer l'émission, le débat c'est aussi de savoir quelle est l'option à prendre aujourd'hui face à un Rwanda qui est déterminé à nous faire la guerre. Est-ce qu'il faut faire la guerre au Rwanda ou il faut privilégier la diplomatie aujourd'hui? Bon, là pour l'instant, vous l'aurez compris, il n'y a pas de confrontation directe avec le Rwanda, donc on ne peut pas parler de guerre contre le Rwanda. Il y a plutôt une guerre par procuration. Oui. Vous avez deux notions en fait. Aujourd'hui, vous avez ce que l'on appelle un agresseur déguisé. C'est le cas du Rwanda. Pourquoi? Parce qu'il agit par procuration avec un mouvement insurrectionnel, terroriste, qui agit et qui est équipé, cela ne fait l'ombre d'aucun doute, cela est attesté très par de équipé nombreux rapports, selon la MONUSCO, par un pays tiers, en l'occurrence le Rwanda. Pour la diplomatie en général et les relations internationales en particulier, c'est très compliqué de condamner un agresseur déguisé.
parce que vous n'avez pas des éléments tangibles à pouvoir démontrer. Et c'est toute la difficulté, puisque cet agresseur déguisé aura beau jeu de dire que c'est une affaire congolo-congolaise, mais nous savons très bien qu'il n'en est absolument rien. Et pour la RDC, il s'agit d'évoluer de manière concomitante avec une diplomatie agissante, en étant toujours disponible pour le dialogue. Le président de la République a toujours tendu la main, ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une qualité. Ce sont plutôt certains acteurs de la sous-région qui ne jouent pas franc jeu. Mais pour le reste, la RDC, en tant qu'État souverain, a le droit légitime de protéger son intégrité territoriale et sa souveraineté. Henri-Désiré Nzouzi, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Le retour de la paix nécessite justement la contribution de tous. Et voilà qui met fin à cette émission. Restez fidèles au programme de Télé 50.